RCF. RCF vous propose à présent de retrouver votre feuilleton radiophonique. L'affaire Violette Nozière, extrait des grandes affaires criminelles du Nivernais chez Deboré Éditions par son auteur Thierry Desseux. En 1933, Violette Nozière, âgée de 18 ans, est arrêtée pour avoir empoisonné ses parents dans la nuit du 21 août, rue de Madagascar à Paris. Germaine, sa mère, a échappé de justesse à la mort. Baptiste, son père, n'a pas survécu. Le 12 octobre 1934, Violette est condamnée à mort. Le 24 décembre suivant, le président de la République, Albert Lebrun, lui accorde une grâce. Sa peine capitale est commuée en travaux forcés à perpétuité. Le 6 août 1942, le maréchal Pétain, chef de l'État français, lui accorde une nouvelle grâce. Sa peine à perpétuité est réduite à 12 ans de réclusion à compter de la date d'écrou. Ainsi, après presque 11 ans sous les verrous, Violette, ancien matricule 9517, est libre le 29 août 1945. Le 15 novembre suivant, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, annule son interdiction de séjour de 20 ans en France. Elle était bannie dans plus de 60 départements. Le 16 décembre 1946, Violette épouse Pierre. Tous deux filent le parfait amour. Dans une semi-clandestinité, elle vit désormais sous l'identité de Madame Françoise G. Elle mène alors une vie exemplaire, devenue en tout point irréprochable. En 1963, fait sans précédent dans les annales de la justice française, concernant l'auteur d'un crime de droit commun, la Cour de Rouen, par un arrêt en date du 18 mars, la réhabilite. Le 28 novembre 1966, Françoise G. s'éteint doucement, après plus de 20 années de bonheur et de liberté. Elle a 51 ans. Très affligée, Germaine ne lui survit que 2 ans. Elle la rejoint le 4 août 1968. Toute ma vie, j'ai aimé Violette, en secret. Oh, comme je l'ai aimée, ma Violette, et comme je l'aime encore. Toute ma triste vie, une vie perdue, à la suivre, à la chercher des yeux. Follement, passionnément, éperdument. Elle ne l'a jamais su. Comme elle, je suis né à Neuvy-sur-Loire. Comme elle, j'ai vu le jour en 1915. Nous avions le même âge. Elle était du 11 janvier, moi je suis du 18 septembre. J'ai 91 ans. Quel visage aurait-elle aujourd'hui ? Elle était d'une beauté angélique, et son regard si pur, son sourire si radieux. 40 ans cette année que mon pauvre amour s'est envolé, que je survis dans son souvenir. Éternelle Violette, immortelle Violette. 4 décennies déjà que je vais sur sa tombe dans le plus éprouvant des anonymats. Cette semaine encore, j'irai fleurir sa pierre en rasant les murs du cimetière comme un fugitif. Un bouquet de violettes. La violette, paraît-il, c'est l'emblème de la modestie, de l'amour caché, inavoué. Elle demeure à jamais mon amour impossible, l'amour de ma vie. Sombre anniversaire en vérité, et doublement douloureux pour moi, qui marche si mal à présent. Moi qui tiens à peine sur mes jambes toutes bleues, enflées par les varices. Mais il peut bien pleuvoir, il peut bien venter, neiger même. J'irai. J'ai l'habitude du mauvais temps. Dans mon cœur, il n'a pas fait beau depuis si longtemps. Oui, j'irai. Jusqu'à l'aube de mon dernier jour. J'ignore qui est la Violette Nozière dont on a parlé à une certaine époque. Je veux dire celle qui est devenue si célèbre. La Violette inventée, érigée en chose publique.
celle qui fit tant vendre de livres et de journaux. Je n'en ai acheté aucun. Je n'ai toujours connu que la douce Violette de Neuvy, la vraie, et en moi celle-ci demeure intacte. Sur l'autre, on a tout dit, tout écrit, tout imaginé. On a tant fantasmé. Il serait déplacé d'en rajouter. Pour moi, elle demeure une étrangère, une parfaite inconnue. Ce que j'ai mesuré, en revanche, c'est jusqu'où peuvent aller la vindicte publique et la haine des bien-pensants. Tous, ou presque, journalistes, psychiatres, curés, bourgeois, politiques et autres, tout droit sortis d'un tribunal d'un autre âge. Tous, à leur façon, ont abusé de sa faiblesse, l'ont couverte de mensonges et d'outrages, ont dénaturé la vérité de son histoire en la récupérant à dessein, comme si elle n'était pas vraiment réelle. Ils en avaient fait une moins que rien. Que n'a-t-on pas raconté sur elle? Ah, ce qu'il lui fallut de courage à ma petite Violette pour rester elle-même, pour sortir de l'opprobre, à défaut d'échapper à son martyre. Sans doute fut-elle plus longtemps victime, et en paya-t-elle plus cruellement le prix qu'elle ne fut coupable. Car coupable, elle le fut par excès de rêve et de liberté. Victime, elle l'a toujours été. Ah, comme j'ai souffert de la voir souffrir, comme j'ai enragé de la voir lutter contre des géants dans un combat aussi injuste. Et pourtant, pas perdu d'avance, puisqu'elle les a vaincus. Tous. C'est le temps, Dieu merci, qui leur a donné tort. Violette était tout autre, certes fragile, mais une femme honnête, humble et généreuse. Ils ne purent faire moins que lui rendre sa dignité. L'enfant de Neuvy était vengé de la bêtise humaine. Comme j'ai été fier le jour où ma Violette, celle à qui j'ai sacrifié jusqu'à mon bonheur, a terrassé cette maudite fille Nozière que l'on avait fabriquée pour l'exemple et la légende. Aujourd'hui, pour monstrueux qu'il fût, je trouve ce cauchemar désespérément ridicule. Souvent, en me couchant, je songe encore à ce vers de Benjamin Péret. Elle était belle, comme un nénuphar sur un tas de charbon. Oui, c'est derrière ces mots qu'elle se cache, la jeune personne innocente que j'ai connue. Ils retentissent en moi comme un premier chagrin d'enfant. L'affaire Nozière, Neuvy l'a vécue en pleine poitrine. Car à plusieurs reprises, hélas, elle est, de Paris ou d'ailleurs, revenue jusqu'ici. Quant à la vie de Violette, à son cheminement intime, Neuvy en a tourné chacune des pages, des plus noires aux plus éblouissantes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Violette a toujours été profondément attachée à Neuvy-sur-Loire. Le Neuvy de ses racines, de sa grand-mère Hézard tant adorée, celui de son enfance et des jours heureux. Elle a toujours tenu à associer sa terre natale à chaque épisode marquant de son existence. Et ce, en dépit de son accablante actualité, des rumeurs increvables, des circonstances compliquées qui ont accompagné sa seconde vie. Violette est née à Neuvy en 1915, mais pas seulement. Elle y a été baptisée, elle y a grandi. Plus tard, c'est ici qu'elle a épousé l'homme de sa vie, tout comme elle a souhaité l'enterrer ici, et c'est à Neuvy encore qu'elle repose à tout jamais à ses côtés. Neuvy-sur-Loire, où sa famille maternelle, les Hézard, était installée depuis des lustres, où sa mère a d'ailleurs passé presque toute sa vie, où dort aussi son père, Baptiste, depuis le lendemain du drame. Pas plus que Germaine, qui ne s'est jamais résignée à quitter son cher pays, Violette n'a réussi à s'en éloigner très longtemps. Sans cesse elle songeait à Neuvy, sans cesse elle en parlait. Il me paraît naturel qu'au terme de son incroyable calvaire, elle demanda à rentrer chez elle. Violette était neuvicoise. Légitime et juste aussi que son âme soit rendue à la tranquillité des gens d'ici. Violette Nozière appartient à Neuvy-sur-Loire, comme Neuvy a appartenu à son éternel cœur d'enfant. Aujourd'hui, n'est-ce pas la preuve d'une infinie fidélité et d'un indéfectible amour filial? Elle partage avec les siens la même terre dans le cimetière de la commune. Et ironie du sort, mais ce furent précisément ses dernières volontés, Violette est couchée entre deux cercueils qui sont finalement ses deux histoires, ses deux vies, celui de son père et celui de son mari.
Du plus loin qu'il m'en souvienne, nous nous sommes connus très jeunes. Mais avant elle, il eut sa mère à Neuvy, Germaine Hézard. Elle aussi a sa petite histoire et il me paraît difficile, eu égard à la passion qui unissait la mère et la fille, faite à la fois de haine et d'amour, d'en contourner les grandes lignes. Je l'ai dit, les Hézard étaient une vieille famille d'ici, installée depuis des générations, et Germaine une provinciale rangée qui se destinait à une vie saine, conforme aux bonnes mœurs, faite d'efforts et de sacrifices. Elle était dure avec elle-même. À 16 ans, elle eut droit cependant à un mariage de raison. On lui arrangea un certain Maurice Arnal, qu'elle épousa sans effusion. Natif de Neuvy, c'était un campagnard qu'elle connaissait depuis l'enfance. Enfin, qu'elle croyait connaître. Il s'avéra finalement si peu recommandable, il la brutalisait et la trompait, que ses parents la firent divorcer 1 an plus tard. C'est en juin 1913, alors qu'elle était montée prendre l'air de la capitale, qu'elle a rencontré Nozières. Auvergnat de souche, Baptiste avait fui son trou perdu dans le Massif central à l'âge de 16 ans, fermement décidé à échapper à la condition paysanne des siens. Il entra comme ajusteur dans la prestigieuse compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, puis devint mécanicien de rapide. Plus tard, il sera promu conducteur attitré des convois présidentiels. Germaine et lui firent un vrai mariage d'amour le 17 août 1914 à Paris. Il était temps, car une grossesse était déjà en route. Ainsi Violette vit-elle le jour 5 mois après. Presque aussitôt, ils décidèrent d'emménager dans le 12e arrondissement, rue de Madagascar. À Neuvy, les Hézard étaient enchantés de leur nouveau gendre et heureux comme tout d'accueillir une si jolie fillette dans la tribu. Nous étions à l'époque environ 1300 habitants. Neuvy-sur-Loire, nichée entre Puisaye et Sancerrois, vivait à l'écart de la tourmente. Les ressources inépuisables dont disposait le village nous permettaient de subsister à l'heure des conflits. Le bois, la vigne, le fleuve, les produits du terroir, l'artisanat de la poterie. Germaine et Baptiste venaient souvent les week-ends, humer la campagne nivernaise, passer du temps en famille, se ressourcer. Il faut dire qu'ici on pêche la carpe, quelquefois même un beau cendre. On va au Girolles, on joue à la pétanque, on ouvre allègrement quelques fameuses bouteilles de Sancerre, et puis le climat convenait à Violette, qui s'oxygénait à plein poumon. En janvier 1915, elle fut le premier baptême de l'année de l'abbé Bentière, qui l'accueillit dans notre église vieille de 7 siècles. La commune, sur proposition du maire Léon Draps, avait voté quelques jours auparavant le maintien de la Saint-Vincent, à condition que les bénéfices de la fête fussent intégralement reversés aux poilus de la Grande Guerre. Violette fut donc présentée à Dieu le jour même de la fête consacrée au patron des vignerons. Ainsi courut-on sucer le chaponneau, c'est-à-dire téter chacun son tour une bouture de vigne imprégnée de vin de pays, tous en rond sur la place du marché. C'est dire si la fille du père Nozières fut reçue dans la joie. À ce détail près que le bon curé, après avoir opéré un rapide calcul mental, s'aperçut qu'elle n'avait pas été conçue dans le mariage. Fermant les yeux sur l'affreux sacrilège, sachant la famille Hézard très estimée dans tout le patelin, il remplit son office avec le sourire, débordant de respect. En présence de Philomène, la sœur de Germaine, et de son mari, Auguste Desbouis, choisi comme parrain, la cérémonie se déroula sous la matriarcale conduite de Madame Hézard mère, énergique sexagénaire. Tous se retrouvèrent ensuite autour des réjouissantes agapes dans la demeure familiale centenaire, rue des Vignerons. Pour Germaine, c'était le bonheur assuré. Son homme était aimant et sérieux, son enfant une sage et délicieuse poupée, et elle, à 26 ans, à présent comblée, une jeune femme honorable. Dans Neuvy, ses grands yeux marrons pétillaient, alors de fierté et de victoire sur la vie. Elle ignorait qu'un jour, elle n'aurait plus que pour pleurer. Pleurer toutes les larmes de son corps. Jusqu'en 1918, malgré la guerre, on voyait les Nozières au moins une fois par mois. Sans doute mes souvenirs de Violette ne remontent-ils pas jusque-là. Mais mes parents, qui connaissaient un peu la famille, m'ont si souvent parlé de cette période qu'elle m'est devenue familière. Violette, que j'avais aperçue plusieurs fois et déjà remarquée, je l'ai côtoyée un peu plus tard. Nous avions à peine une dizaine d'années. On se retrouvait toujours aux nouvelles vacances et nous avions fini
au fil des jours, par devenir amis, passant ensemble de délicieuses et inoubliables heures bucoliques. Quoique de plus en plus troublé par sa personnalité, j'étais loin d'imaginer que cette amitié, du moins en ce qui me concernait, allait tourner à l'amour fou. Plus tard, c'est en devinant que cet amour n'était pas réciproque que j'allais définitivement l'enfouir en moi. Elle ne s'était doutée de rien. Elle était trop insouciante. Elle m'aimait bien. Voilà tout. Je me souviens d'un épisode, en 1927, où Violette, qui était de constitution fragile, elle accumulait malaise, migraine et maux d'estomac, fut envoyée à Neuvy pour se refaire une santé. C'était en cours d'année scolaire. Sa grand-mère Hézard venait juste de perdre son mari. Moi, je me réjouissais de l'arrivée de ma petite Parisienne. Quelle surprise! Venue reprendre des forces, Violette s'attendait, elle aussi, à un vrai séjour au paradis. Il n'en fut rien, car elle s'ennuya ferme dans la maison endeuillée au volet gris de sa grand-mère. Je fis néanmoins mon possible pour atténuer sa déception. Elles avaient beau s'aimer, l'aïeule et la petite fille parlaient peu. Celle-ci, pétillante de joie de vivre, observant d'un œil contrarié les rhumatismes et les siestes de celle-là. L'été suivant, Violette était en pleine forme. Je commençais à la trouver de plus en plus à mon goût, fraîchement sensuelle et d'une gentillesse sans nom. Elle allait avoir 13 ans. On lui en donnait 16. À côté, moi, j'avais l'air d'un enfant de cœur. J'enviais l'assurance dont elle faisait preuve en toute occasion. Elle savait déjà ruser pour tromper la vigilance de sa grand-mère, qui soudain avait décidé de ne plus la lâcher d'une semelle. Que voulez-vous? Violette aimait la vie. Et elle ne voyait aucun mal à courir après la liberté, à vouloir profiter pleinement de sa jeunesse. Le deuxième dimanche d'août, alors qu'elle avait obtenu de ses parents venus la rejoindre à Neuvy la permission de 22 heures pour le bal de la Saint-Laurent, patron de la commune, Violette m'avait stupéfié par son audace. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu perdre une miette de cette fête traditionnelle qui se tenait dans une salle près du café de la Gaîté. Elle était donc rentrée au Dicou, comme promis, puis avait fait le mur aussitôt après pour retourner guincher. Il faut dire qu'elle aimait rire et danser, ma Violette, s'amuser aussi. Désormais, je ne cesserai plus de la suivre et malgré moi de la surveiller d'un œil dans toutes les fêtes de la région. La Saint-Jean, et j'en passe. J'étais fasciné, ébloui. Dans ce corps adolescent battaient déjà toutes les promesses d'une femme aux attraits irrésistibles. Plus que du charme, elle possédait un magnétisme rare. Elle le savait, évidemment, et les flirts qu'elle s'autorisait avaient le don de m'exaspérer. J'aurais voulu être le seul à frôler sa peau laiteuse, à contempler ses petites poires pointues, à respirer ses cheveux de jais. Mais je n'étais pas le seul gars de la commune, et elle n'était pas fille à faire l'économie de nouvelles distractions. Sans parler des beaux étrangers venus jouer les touristes par chez nous. J'ai beaucoup souffert cet été-là, à tenir la chandelle de ses premiers baisers, au hasard d'un grenier ou d'une haie sauvage. Je me consolais, tout bonnement, en me disant que j'étais son ami. Durant l'été 1932, quand Violette est réapparue à Neuvy, il me fallut bien du courage pour ne pas périr de jalousie. D'abord parce qu'elle s'était entichée d'un nouvel amant, à Paris, un étudiant en médecine. Je n'en savais que trop sur cette relation qu'elle taisait à ses parents, ayant fait de moi son confident. Ensuite, parce que Violette continuait à séduire à tort et à travers malgré les sentiments réels qu'elle semblait lui porter. Cela dit, elle affichait par moments, comme lorsque nous étions seuls, une gravité étrange qui me mettait très mal à l'aise. Je sentais qu'elle me cachait quelque chose d'important. Ses silences pesaient lourds. Son regard était plus intense. Elle paraissait rongée par un tourment inavouable. Je m'en veux aujourd'hui de ne pas l'avoir questionnée davantage. Infidèle donc et rebelle, je refusais néanmoins de la juger. Sa conduite faisait jaser bien des gens à Neuvy, autant que pâlir d'embarras ses braves parents. Moi je relativisais, me disant qu'elle n'avait que 17 ans, et bien le temps, après tout, de prendre au sérieux une affaire de cœur. En mon fort intérieur, j'imaginais égoïstement qu'au bout de ses ruptures et ses désillusions, Violette viendrait à moi, que l'âge aidant, avec plus de plomb dans l'aile, elle verrait peut-être en moi l'homme de sa vie.
C'est dans la tragédie et la douleur des années suivantes que j'ai compris l'impossibilité de mon rêve. Son âme n'était pas meurtrie d'hier, sans doute le mal était-il fait depuis longtemps. Ainsi ce fut l'été de tous les plaisirs. J'assistais impuissant à la raisonnée, aux désespérantes idylles de Violette qui s'achevaient 9 fois sur 10 dans les larmes. Aux yeux de tous, je passais non plus pour un ami bienveillant, une sorte d'ange gardien, mais pour un complice aveugle, un mauvais garçon, de sa honteuse tribu. Quand Violette s'évadait dans les verdiaux, je n'étais jamais très loin. De retour, elle secouait ses longs cheveux défaits, son visage reprenait sa blancheur liliale, puis j'avais droit, dans une version raccourcie, au récit de sa récréation champêtre. Bref, encore une rencontre fugitive. C'était 1 an avant l'affaire. J'étais bien loin d'imaginer que je ne reverrais plus ma Violette avant fort longtemps. L'été suivant, personne à Neuvy. Et pour cause, le malheur était prêt à s'abattre sur nous tous dans un fracas inouï. Le 23 août 1933, en apprenant la nouvelle dans le journal du Centre, j'ai d'abord cru à une méprise. Une jeune fille rentre chez elle, découvre son père mort et sa mère dans le coma, asphyxiée au gaz. J'ai tôt fait de comprendre qu'il s'agissait bien de Violette. Tout Neuvy était en émoi, éprouvant une peine immense pour la famille. J'étais tétanisé. Qu'allait-elle devenir, à présent orpheline ? Je me consolais en pensant, comme d'autres, qu'elle l'avait échappé belle. On apprit dès le lendemain que Violette était en fuite, et tout aussi vite qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'un suicide, mais d'une double tentative de meurtre. J'eus l'impression de prendre un air de bœuf en plein visage. La presse était déchaînée. Ma douce amie faisait déjà la une de tous les journaux et son portrait illustrait les pires titres. L'infâme Violette Nozière a signé son crime, l'odieuse parricide de 18 ans. Je ne savais que faire pour contenir ma douleur et ma colère. Dans le pays, personne ne revenait d'une folie pareille. Pourtant, lorsqu'on apprit, le 28 août suivant, qu'elle venait d'être arrêtée et qu'elle avait avoué l'empoisonnement, le calvaire venait de commencer. Pour elle, un interminable séjour dans le labyrinthe de l'enfer. Pour moi, une attente atroce. Égaré dans Neuvy, je ne pouvais rien faire et mon amour dormait entre les 4 murs d'une cellule. Sais-tu, ô ma Violette, qu'à aucun moment je ne t'ai plus aimée. Le 30 août, la dépouille de Baptiste Nozière quittait l'Institut médico-légal en route pour Neuvy. Entre-temps, Germaine, faisant figure de miraculée, s'était doucement rétablie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Désespérée, la veuve avait souhaité que son cher défunt fût enterré ici, afin d'être un jour étendu à ses côtés. J'étais présent le 1er septembre, aux obsèques du père Nozière. Violette ayant raconté l'irracontable, toute la bonne société de Neuvy criait alors au mensonge et au scandale. Les passions étaient d'autant plus exacerbées que Germaine souhaitait maintenant ouvertement la mort de sa fille. Trop éprouvée, elle ne fut pas autorisée par le corps médical à assister à l'inhumation de son époux, mais dut se plier le même jour à Paris, malgré sa faiblesse, à une première confrontation avec Violette. Dans le cimetière communal, seule la sœur de Germaine, son beau-frère et son neveu étaient en tête du cortège, encadrant la grand-mère maternelle. Dans une robe de percale noire, coiffée d'une dentelle blanche, Madame Hézard avait tenu absolument, malgré le poids de ses 82 ans et de son chagrin, à faire le chemin à pied. La famille avait ainsi traversé le village, sous les yeux mouillés de tout Neuvy,
derrière un corbillard noir et argent tiré par la jument de Jean Narcy, flanqué d'un plumet blanc. Célébré par l'abbé Chatillon, assisté de 2 enfants de chœur, l'office religieux eut bien du mal à suivre son cours. Ainsi, les gens du pays firent-ils leur possible pour que tout se déroulât selon la coutume campagnarde. Le garde champêtre, M. Rode, fermant le cortège, 4 jeunes gens de la commune portant le disparu, chacun étant invité à reculer pour laisser les proches s'aligner près du caveau ouvert avant que ne soient prononcés l'éloge funèbre. Je n'avais jamais vu une affluence pareille à un enterrement. Un raz-de-marée de journalistes, prêts à se goinfrer du moindre détail qui pourrait faire sensation, fit perdre à ces funérailles toute décence et sérénité. Bousculade, sépulture piétinée, fleurs renversées. Baptiste Nozière fut descendu en terre, escorté d'appareils photo, dans le plus révoltant désordre. Imperméable à la foule, composait aussi le cheminot, venu rendre hommage à leurs collègues de travail, Madame Hézard se recueillit et pria longuement, puis jeta une poignée de terre sur le cercueil plombé, recouvert de couronnes et de fleurs des champs. C'est alors qu'elle s'écria, levant les mains au ciel. « Mon fils, mon pauvre fils !» avant de s'écrouler dans un ultime adieu, déchirant, sur la bière de son gendre adoré, et d'y déposer un baiser. Placé provisoirement dans le caveau débouis, Baptiste Nozière aura droit plus tard à sa propre tombe, somptueuse. De retour à Neuvy, Germaine fera faire à M. Milan, entrepreneur dans le pays, un monument en granit bleuté de Bretagne, gravé à la feuille d'or. À l'issue des obsèques, j'avais échoué, machinalement avec tous les gars du village, c'est aussi une tradition rurale, sur le comptoir du premier café venu. Que n'ai-je pas entendu à cet instant? Cette petite coureuse de Violette, qu'on n'aurait pas cru capable de faire une chose pareille. Si les femmes de Neuvy avaient plutôt tendance à s'apitoyer sur le sort de Germaine, désolées qu'elles étaient pour la réputation des Hézards, les hommes, eux, ne tarissaient pas de critiques, souvent à l'emporte-pièce, à l'encontre de l'empoisonneuse. Je trouvais leurs propos d'autant plus injustes qu'ils n'attendaient même pas d'en savoir davantage sur les circonstances du drame avant de se permettre un jugement. Convaincus d'impartialité, ils se fiaient à la presse. En outre, ce qu'avait révélé Violette au sujet des agissements de son père leur paraissait franchement surréaliste. Et pourtant. Ainsi ai-je entendu, de la bouche des uns et des autres, tout et n'importe quoi. La nature humaine, quand elle est à fleur de peau, a vite fait de fabriquer des raccourcis aussi bêtes que dangereux. Pendant les vacances, elle se postait derrière le passage à niveau, et dès que le train surgissait, elle agitait un mouchoir blanc. Le temps d'une seconde, on apercevait dans la locomotive un père heureux qui souriait, affirmait le chef de gare de Neuvy. Et un vieux du coin, d'enchaîner en patois. Sa mère l'a trop gâtée, elle lui passait tout. Ce qu'il lui aurait fallu, c'était quelques bonnes tannées. Voilà le résultat aujourd'hui. Au bout d'une heure, trouvant la messe mal dite, j'ai quitté horrifié ces bonnes ouailles. L'affaire Violette Nozière, extrait des grandes affaires criminelles du Nivernais chez Deboré Éditions par son auteur Thierry Desseux. Une nouvelle histoire dès lundi prochain à 20h15.
RCF. RCF vous propose à présent de retrouver votre feuilleton radiophonique. L'affaire Violette Nozière, extrait des grandes affaires criminelles du Nivernais chez Deboré Éditions par son auteur Thierry Desseux. Quelques semaines plus tard, complètement remise, Germaine revint à Neuvy. Elle n'allait plus quitter la commune que pour répondre aux convocations des magistrats dans le cadre de l'instruction. Décomposée, pétrie par la honte, elle vivait alors cloîtrée. Dans le village, plus personne ne la voyait. Elle n'acceptait de visite que de ses intimes. Si d'aventure elle risquait un pied dehors, aucun Neuvillois n'osait lui adresser la parole. Philomène, sa sœur, était chargée de faire les commissions. Moi, je l'apercevais presque tous les jours, remontant la rue des Vignerons, le nez dans ses lacets, pour rejoindre le cimetière. Elle n'en revenait brisée qu'après un long moment de recueillement sur la tombe de Baptiste. Sa haine à l'égard de Violette était telle que ses proches craignaient qu'elle n'envisageât de commettre une folie. Déjà écrasée par le chagrin, grand-mère Hézard vivait un désespoir quotidien. Elle n'allait pas tarder à en mourir, sans savoir qu'un an plus tard, Germaine et Violette se retrouveraient dans un pardon réciproque. Les années qui suivirent ressemblèrent pour Violette, Germaine et les leurs à un véritable chemin de croix. Pour moi, à une période de solitude absolue, de repli sur moi-même, de prostration extrême. J'avais perdu tout espoir de revoir ma Violette un jour et de retrouver celle d'autrefois. Les chances d'un amour auquel j'ai longtemps cru s'étaient évaporées dans le cours fuyant du destin. Je savais que dorénavant il me faudrait vivre avec cet amour perdu. Pas même déclaré. Quant aux chances de rallumer les feux de notre amitié lointaine, elles se dissipaient de plus en plus avec le temps. Octobre 1934, condamné à mort. J'ai cru mourir. Je n'arrivais même plus à regarder les photos de Violette qui envahissaient les journaux tant elle me déchirait le cœur. Je la trouvais méconnaissable, les yeux enfoncés, éteints, le visage hagard, le corps recroquevillé. Qui était cette créature que l'on qualifiait de tous les adjectifs, soi-disant porteuse de tous les vices, que j'avais connue si vive et si gaie? Quand Lebrun l'a graciée, mon cœur s'est un peu remis à battre. J'eus envie de me rapprocher d'elle, d'aller la voir en prison. Mais Violette, par le biais d'un billet écrit à la va-vite, me fit savoir qu'elle ne préférait pas. Elle venait d'entrer en rédemption, et je compris que même les lettres que j'aurais pu lui faire passer ne seraient suivies d'aucune réponse. Oublie tout ça, garde-moi tel que tu m'as connu, ton ami. Sur ces mots laconiques, je décidai de ne plus insister, sans pour autant obéir à l'oubli. Elle était visiblement disposée à changer radicalement de vie. Ainsi, cet amour pour Violette s'installa-t-il en moi avec l'acharnement d'une maladie définitive, parce qu'incurable. Je mesurais déjà à quel point mon existence allait être vide et sans éclat. Je mesure encore aujourd'hui, moi qui suis à l'aube du grand départ, combien elle fut triste. Pendant toute la détention de sa fille, Germaine, elle, n'a pas cessé de lui rendre visite. Inquiète pour la santé de Violette, elle s'absentait chaque fois de Neuvy pour une expédition interminable. Je la voyais attendant sur le quai de la gare, épuisée par ses allers et retours. Durant les 3 premières années, elle est montée au parloir 1 fois par mois. Les années suivantes, 1 fois par trimestre. En sa qualité de veuve de cheminot,
elle bénéficiait d'un permis de chemin de fer gratuit. Bien sûr, il eut d'immenses satisfactions au fil des 11 années que Violette passa à l'ombre. La grâce de Pétain, qui réduisit sa perpétuité à 12 ans de prison. Celle de Gaulle, qui fit sauter son interdiction de séjour 3 mois après sa sortie de Rennes. Et plus encore, il eut la conduite de Violette, stupéfiante de rachat et d'exemplarité. Savoir à quel point son comportement flamboyait d'humanité, d'humilité, à en croire les témoignages de tous, me réjouissait autant que le pardon accordé par sa mère, qui s'était muée en une incroyable affection. Germaine, d'ailleurs, fut terriblement déçue de ne pas voir revenir sa fille à Neuvy après sa libération en 1945. En effet, sur une fiche individuelle établie par l'administration pénitentiaire le 28 décembre 1943, relative à une libération conditionnelle de Violette, on avait pu lire « Madame Veuve Nozière, couturière à Neuvy-sur-Loire, s'engage par certificat à recevoir l'intéressé, à lui procurer un moyen d'existence en cas de libération conditionnelle. Les faits qui ont motivé la condamnation se sont passés à Paris. C'est à Neuvy-sur-Loire que se retirerait la condamnée si elle était libérée. D'après les renseignements recueillis, le retour de la nommée Nozière est très souhaitable et désiré par sa famille. Aucune hostilité ne paraît être à craindre de la part de la population qui semble s'être fait un jugement en faveur de Nozière. » J'ai revu Violette en décembre 1946. Quel choc ce fut pour moi! À la fois partagé entre l'admiration que m'inspirait son courage face à une liberté impossible à concevoir et la surprise de découvrir une personne fondamentalement changée, renaissant de ses cendres. Je ne parlerai pas, pour des raisons que vous imaginez, de celui au bras duquel elle est réapparue à Neuvy, Pierre G., l'élu de son cœur. Je lui voue néanmoins un respect sincère, car c'est à lui que Violette devait une part de cette force qu'elle avait trouvée pour se reconstruire. Je sais qu'il fut bon pour elle, qu'il était quelqu'un de bien, capable de vivre au-delà des préjugés qui perduraient. S'il n'avait pas sauvé Violette, elle s'en était sortie toute seule, il lui promettait le bonheur inespéré d'une vie normale. C'était déjà un défi énorme. C'est ainsi que mon amie d'enfance revint pour se marier dans sa commune natale. Elle n'avait que 31 ans. Elle eut un peu de mal à retrouver le Neuvy d'antan, car nous sortions d'une guerre qui avait presque tout détruit. Le pays, les hommes, les foyers. 2 ans auparavant, nous avions été bombardés, à 3 reprises, par l'aviation américaine qui n'avait rien moins que manqué ses cibles. Résultat, 128 morts et la croix de guerre pour la commune. François Bienfait, notre nouveau maire, avait beau donner le meilleur de lui-même, les plaies laissées par la guerre étaient encore béantes. Sur la porte de l'ancienne école, où le maire avait investi une salle de classe, la publication des bancs était affichée. Le mot « assassin », écrit en gros et en rouge par une main anonyme, vint recouvrir le panneau. La haine est tenace. Il y avait encore ici quelques personnes, trop lâches pour se dévoiler, qui en voulaient à Violette. C'est pas cher payé. Elle s'en est bien tirée. Pourtant, dans l'ensemble, la plupart des habitants avaient révisé leur jugement, accordant à la fille du pays la chance d'une nouvelle vie, puisqu'elle avait payé son crime et si proprement racheté son âme, et puisqu'elle rendait sa mère heureuse. Germaine, que l'on respectait tant. Alors, il était bien temps de passer l'éponge. Le 16 décembre donc, pour éviter tout ennui, l'heure de la cérémonie fut déplacée à 17h30. Comme il faisait froid et presque nuit en cette saison, les rues étaient désertes. Violette et Pierre convolèrent à la sauvette, comme 2 clandestins. Ayant compris le subterfuge, j'étais à l'heure pour suivre à distance le déroulement de la noce. Je ne me suis pas montré. Je n'aurais jamais osé. Je n'avais pas ma place. En vérité, je n'attendais que d'apercevoir Violette. Elle était absente depuis tant d'années. Et elle m'avait tant manqué.
À défaut de sauter de joie, je fus soulagé et rassuré. Elle s'était remplumée, elle était très élégante, avait repris espoir et confiance en elle. Poudrée avec soin, son visage rayonnait de bonheur. Non plus comme jadis, certes, à travers un sourire que je découvrais, et la déférence qu'elle témoignait à son entourage, assortie d'une infinie gratitude, semblait avoir sanctifié ses traits. Je sais, cette image-là peut surprendre, mais je m'en moque. Ce fut un mariage dans la plus stricte intimité, et comble de sobriété, il se déroula à la lueur des chandelles, suite à une brusque panne d'éclairage dans la salle municipale. Seule Violette, sa mère, son fiancé, et les 2 témoins, Auguste Desbouis, fidèle au poste, et Lucien Lanoux, notre bon boulanger, faisaient face à François Bienfait et sa secrétaire de mairie. La chose fut rondement menée, les lieux ayant été inspectés au cas où, et Pierre, bon prince, acceptant même d'entrer et de sortir par une porte dérobée. Émue, Germaine Nozière ne cacha pas ses larmes. C'est chez les Lanoux que le comité restreint de fort bonne humeur se retrouva pour fêter l'événement, après quoi les jeunes époux s'éclipsèrent à Paris. Ce soir-là, j'eus un mal fou à m'endormir. L'oubli faisait si bien son œuvre qu'il achevait de tout emporter avec lui. Cette femme qui venait de quitter Neuvy n'était plus Violette Nozière. Elle ne le serait plus jamais. Cette femme, ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même, s'appelait désormais Françoise G. Et Violette, ma Violette, n'existait plus. En route vers sa nouvelle vie, nous laissant son ombre, elle avait choisi d'abandonner jusqu'à son prénom. Je croyais Violette disparue à tout jamais, bien que, de temps à autre, des bribes de nouvelles me parvenaient par le truchement d'un subtil bouche à oreille qui, à Neuvy, se révélait d'une efficacité redoutable. Ainsi avais-je appris que Françoise, à l'abri de sa véritable identité, faisait le bonheur autour d'elle et filait enfin des jours heureux. Certes, les miens l'étaient moins, mais j'étais bel et bien tranquillisé. Elle avait tenu avec son mari plusieurs enseignes, notamment le célèbre Hôtel de l'Aigle d'Or, dans l'Orne, et était à présent maman de 5 enfants. Elle couvrait Germaine d'attention et de tendresse, cette mère qu'elle ne quittait plus, venue vieillir à ses côtés. Je l'ai pourtant revue en 1960, dans de pénibles circonstances. Pierre venait de mourir, à l'âge de 41 ans, des suites d'un accident de voiture. Jeune veuve, elle était de 4 ans son aînée. Violette, alias Françoise, avait souhaité non seulement qu'il fût enterré à Neuvy, mais encore dans le même caveau que Baptiste, son père. D'abord confondus par ce choix, les gens d'ici finirent par en saisir tout le symbole. Je fus très ému par cette décision. Elle signifiait que Violette existait toujours quelque part, au fond de Françoise, et qu'elle n'avait jamais arraché Neuvy de son cœur. Beaucoup d'habitants, touchés par ce deuil, autant que par le retour de Germaine et Violette, décidèrent de venir s'incliner devant elle au cimetière. Je fis de même et le coup fut terrible. Je n'avais pas revu mon ami depuis 1946, une éternité de plus. J'ignorais que c'était aussi la toute dernière fois que nous nous trouvions en présence l'un de l'autre. Au début, je n'ai pas reconnu Violette. J'avais devant moi une femme déchirée, perdue, implorante et résignée comme une madone, soutenue par de jeunes enfants dont la peine était insoutenable, tandis que Germaine, anéantie, recevait non sans effort un poignant chapelet d'hommage. Lorsque Violette accrocha mon regard, elle n'eut pas l'air de me remettre. Sans doute moi aussi avais-je tellement changé. Je n'étais plus à 45 ans qu'un pâle reflet du jeune homme qu'elle avait connu. Je m'approchai, alors se redressant, réprimant un sanglot, elle m'enlaça en murmurant « C'est donc toi ? Mon Dieu, tu es venu. »
Je lui présentai mes condoléances au bord du malaise. Elle me dévisagea, et le léger sourire qu'elle esquissa alors était celui de la Violette d'antan. Ce réveil du passé me terrassa. Je sens encore la douceur du baiser qu'elle déposa sur ma joue. Alors que je m'éloignais, comme je me retournais, Violette eut encore un geste de la main, que je vis s'envoler au-dessus des bruyères et des chrysanthèmes. Le jour où le journal annonça son décès, le 29 novembre 1966, Violette rejoignait les siens dans l'après-midi en pays nivernais. La presse avait été prise de court, si bien que le cimetière de Neuvy ne fut pas assailli, comme 33 ans auparavant. Derrière l'abbé Thévenet et un enfant de chœur, il n'y avait pour accompagner sa dépouille mortelle que 4 de ses enfants, sa pauvre Germaine, leurs proches parents et une poignée d'entre nous, Neuvicois. L'adieu au cimetière fut aussi simple et court que l'office religieux à l'église. Violette fut mise en terre dans un silence étourdissant. Dans son édition du lendemain, mercredi 30 novembre, on pouvait lire dans le journal du Centre. Hier, au cimetière de Neuvy, il n'y avait plus qu'un journaliste, tout seul, pas fier de lui, conscient seulement de son pénible devoir d'être le témoin de son temps. Celui-ci était en fait l'envoyé spécial, dépêché sur le secteur de Cosne-sur-Loire, qui avait été prévenu au tout dernier moment par les gens du coin. Violette s'est éteinte le 28 novembre des suites d'un long cancer. Elle se savait gravement malade depuis 4 ans. Ainsi, c'est en pleine souffrance qu'elle avait appris l'incroyable nouvelle de sa réhabilitation en mars 1963. « Tout est effacé, il n'y a plus de Violette Nozière !» s'était alors écrié son avocat, René de Vézine-Larue, pour qui s'achevait un combat de 30 ans. Une première en France. La paix et la dignité enfin recouvrées, et plus encore que Violette, Germaine avait été folle de joie. À Neuvy aussi, nous étions fiers. L'enfant du pays n'existait plus pour la justice française. La tête haute, Françoise pouvait à nouveau promener son ombre. Non pas celle de la Violette Nozière, inscrite dans l'histoire comme l'une des plus grandes affaires criminelles du siècle, celle de la Violette de Neuvy-sur-Loire, la vraie. Comme beaucoup ici, je n'en revenais pas de ce singulier destin et du prodigieux chemin parcouru. C'est quelques jours après sa disparition que j'eus le fin mot de cette vie, arrachée lentement au bonheur de 5 enfants qui étaient à peine adultes. 10 jours auparavant, se sachant condamnée, ne l'avait-elle pas toujours été, Violette avait confié, sereine mais lucide, ses dernières volontés à sa fille Michel, toujours à son chevet. « Quand je ne serai plus là, il faudra vous occuper de votre grand-mère. Il ne faudra jamais l'abandonner. Maintenant, écoute bien, c'est important. Dans la cave, derrière la chaudière, tu trouveras une petite valise verte, pleine de lettres et de papiers. Il faudra tout brûler, sans rien lire. Je souhaite aussi que mon enterrement à Neuvy se fasse discrètement. Pas d'étrangers au cimetière. » Après quoi, sur l'insistance de sa mère, la jeune Michel avait juré que tout se déroulerait selon ses vœux et que ses 4 frères obéiraient eux aussi, à la lettre, à ses consignes précises. Le 28, en effet, tout était fini à 2h30 du matin. Violette venait de rendre son dernier souffle en étreignant la main de Michel. Assoupie dans la pièce d'à côté, Germaine embrassera longuement, incrédule, le front immobile de sa fille. Les serments furent tenus et la mystérieuse valise verte détruite comme promis, sans que personne ne s'avise de son contenu. En fait, elle avait été récupérée en toute hâte, le 2 novembre 1933,
par Germaine Nozière qui avait profité de l'absence des scellés sur les lieux du drame pour la tirer de sous le lit, là où, par miracle, personne n'avait pensé à regarder. Ainsi, Violette avait-elle réussi l'incroyable exploit de ne jamais révéler qui elle était à ses propres enfants, lesquels ont découvert la vérité au lendemain de sa mort, bien qu'ils eussent toujours eu un doute sur l'existence d'un secret de famille, sans pour autant entreprendre de juger leur mère. Cette maman, si bonne, qu'ils aimaient trop pour ça. Le départ de Violette me laissait inconsolable. Chaque nuit, je priais pour que ma douce amie, après avoir été lavée par la justice des hommes, fût absoute à l'heure du jugement dernier. Quant à Germaine, elle lui survécut 2 années grâce à l'amour de ses petits-enfants, avant de s'éteindre, âgée de 80 ans, le 4 août 1968. Voilà, je suis un vieillard à présent. J'ai 91 ans. Cette semaine encore, j'irai fleurir sa pierre. Un bouquet de violettes, comme une vie éclatée dans la neige. Dors tranquille, Violette. Oh, ma Violette. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Dormez en paix, madame, chère Violette Nozière. Moi je m'endors depuis 40 ans. L'affaire Violette Nozière, extrait des grandes affaires criminelles du Nivernais chez Deboré Éditions par son auteur Thierry Desseux. Une nouvelle histoire dès lundi prochain à 20h15.